Les secrets du Mont Racine. Oui, alors écoute, c'est un livre qui est un peu qui fonctionne un peu comme le Mont Artamar d'une certaine manière dans le principe, dans la construction. En fait, c'est une histoire en trompe-l'œil, un peu comme la vie pour moi est une aventure qui se vit un peu comme un trompe-l'œil, parce qu'on part dans la vie avec, d'une certaine manière, l'impression qu'on a les clés, qu'on va pouvoir gérer, qu'on gère notre trajectoire, alors qu'en fait c'est l'inconscient qui est aux commandes. Donc on est dans la vie ballottée finalement, et puis à un moment peut-être qu'on se réveillera et on comprendra qu'en fait on a été manœuvré par notre inconscient, et que la vraie vie, elle est quand on commence à accéder aux ficelles qui nous dirigent, et qu'on peut à ce moment-là commencer à s'orienter vraiment dans cette vie en fonction un peu, on peut gagner en libre arbitre, quoi. Donc là c'est un peu le principe, c'est des types qui partent faire une expédition au K2, ils partent faire la première descente à ski du K2, ils sont dans leur ego, ils vont faire un film, c'est un gros projet, donc ils sont très motivés par ça. En même temps, ils flippent un peu parce que donc ils savent qu'ils peuvent y laisser leur peau. Donc il y a une espèce de tension comme ça qu'on ressent au départ. Et puis vont partir vers cette aventure. Et en fait, dans la marche d'approche, au moment où ils vont commencer à percevoir la montagne, on va pas raconter peut-être tout le bouquin, mais voilà, ils vont être attaqués par des talibans, et là va commencer la véritable aventure qui va les conduire vers des compréhensions, et aussi une autre aventure, une deuxième aventure qui sera l'aventure cachée derrière, en fait, la première. Et pour toi, est-ce que la montagne est un bon support pour cette découverte? Ouais, ben oui. Pour moi, l'alpinisme tel que je le pratiquais avant et tel que je le pratique aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Donc, j'étais avant voilà, c'est ce que je racontais dans mes livres précédents. C'est-à-dire que j'ai déprogrammé, disons, ce que me proposait mon inconscient, l'inconscient familial, qui, dans mon cas personnel, je précise bien, parce que on reproche des fois voilà, moi je propose des pistes de réflexion, après chacun fait ce qu'il veut, chacun prend ou ne prend pas, hein, je veux dire, moi j'impose rien. Je pense avoir compris, en tout cas, alors moi très clairement dans mon cas, qu'effectivement j'étais pas là par hasard dans la prise de risque, et que même j'étais dans des prises de risque vraiment très limites, parce que dans mon cas j'avais posé un énorme problème à mes parents, et que donc voilà, il avait fallu, ma mère avait voulu avorter, donc effectivement moi mon message en tout cas, et un des messages du livre, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, c'est qu'effectivement encore une fois toute personne qui a un moment dans la prise de risque de manière vraiment limite, que ce soit en base jump ou en ski extrême, je sais pas, en solo, en escalade en solo, ou même dans d'autres formes de pratiques, ou même dans des pratiques d'autodestruction assez puissantes. Bah, toutes ces personnes-là devraient, à mon sens, un jour se poser la question du moteur, de ça, voir si effectivement il ne s'est pas glissé quelque chose au moment de leur conception, au moment quand c'était dans le ventre de la mère, ou d'autres choses, comme les deuils non faits, ou bien d'autres choses, qui pèsent dans l'inconscient familial et qui font que ils sont bloqués un peu dans ce système-là, qui n'a plus forcément lieu d'être. Et à mon avis, le boulot, ça consisterait à débrancher ça, et après décider en conscience si c'est ce qu'ils veulent faire de leur vie ou pas. Donc pour moi, la montagne, ça a été ma vie, donc je connais bien ce milieu. Le K2 aussi, il faut voir que, en fait, dans ce bouquin, ce qui est marrant pour moi, c'est que le K2, j'y suis pas allé, hein, mais c'est vraiment quelque chose. Après le Shivling, je voulais y aller, donc on avait ce projet avec Rémi Lécluse, et c'est vraiment quelque chose dans lequel il était pour moi facile de me projeter. En fait, il y a plein de choses. À un moment, je parle de Nicolas Hulot, là, qui nous sponsorise. Bon, c'est quelque chose que j'ai vécu pour une expédition en Amérique du Sud il y a très longtemps. Et il nous avait aidés. Donc, l'attaque des talibans, moi j'ai été attaqué par des Touaregs au Niger. Donc, ils se sont tirés dessus, qui nous ont. Voilà, et ça a été extrêmement violent. Donc, après, l'armée est intervenue. On s'en est sorti à 5 minutes près. Moi, j'étais même pas là pour en parler. Hein. Donc, en fait, il y a plein de. Voilà. Pas dire qu'on n'invente rien, mais moi je suis très modeste là-dessus. Je pense que je récupère des expériences, et de ces expériences-là, j'essaie d'en tirer quelque chose qui soit aussi intéressant, dans le sens qui donne aussi un peu à réfléchir sur le sens profond de nos vies. Et voilà, donc j'écris pas non plus
que pour le plaisir d'écrire, j'écris avec l'idée de... Après, c'est réussi ou ça l'est pas, hein, ça, au lecteur de juger, mais voilà, j'essaie de transmettre, en l'occurrence là, j'ai essayé de transmettre des compréhensions profondes sur le sens de nos vies, et je trouvais que la construction, enfin, encore une fois, j'ai pas raconté ce qui se passe par la suite, parce que c'est dommage, mais la véritable aventure, en fait, commence après. Et encore une fois, pour moi, c'est un peu comme dans la vie, c'est-à-dire que on part au départ en croyant avoir les fils, et il y a même des personnes probablement qui, n'ayant jamais été creusées du côté de leur inconscient, n'auront jamais accès à ces fils-là, mais bon, c'est pas non plus... l'essentiel, c'est d'être heureux, donc si ça leur va bien, très bien. Mais en fait, il n'y a que quand on a compris un petit peu ce qu'on venait jouer là, dans ce clan familial-là, sur cette planète, qu'on peut peut-être, en tout cas, il ne faut pas rêver non plus, hein, mais on peut... en tout cas, vivre les choses en conscience et probablement, et même changer d'orientation et pourquoi pas, enfin, dans mon cas, ça s'est vraiment passé, déprogrammer par exemple une prise de risque qui forcément allait m'emmener droit dans le mur. Donc moi, je m'estime très très chanceux dans cette vie-là, en tout cas, et dans ce qui m'est arrivé. Et le symbole qui est sur la couverture? Alors le symbole qui est sur la couverture, en fait, ça va devenir un talisman parce que, en fait, j'ai glissé dans ce livre beaucoup d'enseignements à partir de la symbolique, surtout l'idée qu'en fait, dans les traditions, les principales traditions des différentes cultures de la planète, que ce soit chez les taoïstes, chez les hindous, les chrétiens, même les mayas, d'une certaine manière, et ben toutes ces traditions, avec les textes qui s'y rapportent, les mythes, les légendes, en fait, tout converge. Et à un moment, dans l'histoire, pas trop envie d'en dire trop non plus, mais dans l'histoire, les alpinistes qui vont se retrouver prisonniers vont rencontrer des sages qui vont leur faire comprendre un certain nombre de choses, et que notamment tout converge. Et le fait que tout converge, je trouve que c'est assez puissant parce que ça veut dire qu'il y a un sens caché derrière, et ce sens caché, pour ma part, moi je me dis que dès lors qu'il y a la certitude, parce qu'il faudrait être fou même à un moment quand on constate que tout converge, faut bien comprendre qu'il y a un esprit, à mon avis, caché derrière nos vies, et s'il y a un esprit caché, et si nos vies ont une certaine logique, ça serait peut-être bien de se bouger un peu et de regarder, se retrousser un peu les manches pour essayer de faire quelque chose de ce qu'on nous a transmis, de ce passage dans la vie, et peut-être pas tout solutionner, mais solutionner au moins une partie de ce qu'on est venu solutionner. Ça suppose d'aller un peu regarder les fils au-dessus de nos têtes, d'aller creuser un peu dans le merdier. C'est pas forcément un chemin facile, mais c'est un chemin qui est intéressant, d'où des explications sur la symbolique, et ce symbole est pour moi est la marque en fait du fait qu'il y a effectivement un esprit caché derrière nos vies, et donc ils vont s'en servir à un moment. Ça sera un talisman pour les aider à s'en sortir en fait, hein, parce qu'ils sont après, une fois qu'ils vont descendre de cachot en cachot, de planque en planque dans les fins fonds du Pakistan, ils vont quand même être très très mal, hein, avec voilà, ils sont quand même, ils vont aller au fond du fond des stress, et avec des simulacres d'exécution, donc ils vont avoir voilà, ça va être une descente aux enfers suivie en tout cas d'une possibilité de s'en sortir. Pour revenir au K2, pourquoi le K2? Le K2, donc en fait, d'abord parce que c'est une montagne qui m'a toujours fasciné. Moi, l'Everest m'a jamais interpellé, peut-être parce qu'il fallait justement à l'Everest, c'était le plus au sommet, mais esthétiquement, l'Everest, je trouve que c'était vraiment un tas, à part la descente qu'a voulu tenter Marco, qui reste à mon avis une descente absolument extraordinaire. La descente du K2 est toujours pas faite, elle a failli être faite, je crois, par un Suisse qui est parti de l'épaule. Encore une fois, moi j'avais ce projet, donc pour moi c'est symbolique aussi, parce que si j'avais pas débranché cette machine infernale entre guillemets qui se préparait pour moi, je serais allé très probablement au K2, et j'aurais pu laisser ma peau, parce que bon, c'est quand même assez risqué, donc je pense que quelqu'un qui partirait à ski au sommet du K2, il a quand même probablement 15-20% de chance d'y laisser sa peau, bon, c'est probable, donc, ou même dans l'ascension, enfin bref, c'est quand même une montagne risquée, et qui est faite pour le ski, parce qu'elle a aussi quelque chose d'assez proche du Shivlik. C'est une montagne, on a l'impression qu'elle est incarnée, qu'il y a une personne à l'intérieur,
une divinité, je sais pas, elle a vraiment une forme, comme le Shivling, la forme d'une personne, et puis elle est extraordinaire. En plus de ça, je me suis rendu compte, parce que je m'intéresse beaucoup à toutes les formes de symbolique, le symbolisme par exemple des lettres hébraïques, c'est un symbolisme très riche, et le K, par sa forme, en tout cas dans notre alphabet, par exemple si on prend le K sous sa forme de majuscule, eh bien, ou de lettres capitales, il propose en fait, quand on est au milieu du K, on a deux possibilités, c'est-à-dire qu'on peut soit se trouver sur la branche du bas, engagé sur la branche du bas, peut-être que c'est celle du matérialisme, du monde de l'avoir, où on va, finalement, il ne va rien se passer dans notre vie, on va tourner en rond dans ce fin fond de la matière où on se situe, et puis la branche du haut, c'est la possibilité de s'élever spirituellement, peut-être de faire quelque chose de sa vie, de comprendre ce qu'on est venu y faire. Et le cas, en fait, contient, et en plus, donc c'est le cas 2, donc il contient les deux possibilités. Donc la possibilité de s'élever ou la possibilité de descendre un peu dans des mondes, on va dire, ce qu'on appelle les mondes du bas instinct émotionnel, où il ne se passe pas grand-chose, où on est dans le pur matérialisme, et on tourne en rond dans le monde de l'avoir, alors que le monde dans lequel on devrait peut-être évoluer, c'est celui de l'être. Donc voilà, je trouvais que c'était... tout s'est bien goupillé dans ce bouquin sur le plan de la symbolique, parce qu'il y a un certain nombre de choses même que j'ai écrites, où j'ai réalisé, où j'avais prévu, je dirais, inconsciemment, hein, mais maintenant, moi, je fais totalement confiance à mon inconscient, c'est impressionnant comme ça déroule petit à petit, parce que peut-être, voilà, avec les compréhensions, petit à petit, un certain nombre de choses sont enclenchées, et les choses se déroulent aussi, donc, naturellement. Et donc, il y a des choses que je n'avais pas forcément réalisées au départ. Par exemple, le K2, j'y avais pensé plus par rapport à mon chemin personnel, mais en fait, je me rends compte que symboliquement, c'était parfait par rapport à ce que je voulais raconter. Voilà. Sinon, tu as fait un peu de montagne cet hiver ? Ouais, j'ai fait pas mal de ski. J'ai trouvé, moi, ça fait 20 ans, un peu plus de 20 ans même, que je suis par ici, et c'est la première année où j'ai trouvé que... Enfin, moi, c'était assez flippant du côté des avalanches. Il y a vraiment des avalanches que j'ai pas compris. Donc moi, n'importe qui peut se faire avoir par une avalanche, hein, j'en suis convaincu. J'en ai connu 2 en 30 ans. Et les 2, je les ai sentis venir. Et il y en a une que j'ai pas pu éviter parce que j'étais avec des gens qui allaient pas assez vite. Je me serais jamais fait prendre tout seul ce coup-là. Mais là, vraiment, cette année, il y a des trucs que je comprenais pas. Donc quand tu comprends pas, souvent quand c'est vraiment merdique au niveau des conditions de neige, tu peux avoir des doutes, donc tu sais que tu sais pas, mais au moins si ça part, tu comprends pourquoi ça part. Là, quand tu te dis à certains endroits ça va pas partir, il n'y a aucune raison que ça parte et ça part, c'est vraiment flippant. Donc ça m'a laissé quand même, ça m'a interdit un certain nombre d'endroits où d'habitude je vais, qui sont quand même des endroits magnifiques, hyper sauvages, où il n'y a jamais personne. Et là, comme justement il n'y a jamais personne, donc il n'y a pas de traces, donc ça complique aussi après au niveau du risque. Et là, cette année, j'ai mis un peu la pédale douce là-dessus, mais je me suis vraiment fait plaisir. Et puis toujours avec l'idée, d'explorer certains nouveaux itinéraires, pas forcément dans l'extrême, mais des trucs que j'avais pas fait côté italien ou dans le massif même. Donc c'était vraiment finalement un chouette hiver, mais avec des peurs que j'ai pas l'habitude de ressentir, et un côté désagréable par rapport à ça. Voilà. Mais je pense que ça viendra aussi peut-être de plus en plus avec ce changement climatique, c'est-à-dire avec des fois, de plus en plus souvent, une neige qui tombe en début d'hiver alors que le sol n'est pas gelé, donc déjà ça c'est pas très bon. Et puis après, ces putains de gobelets qui se forment en début d'hiver de plus en plus avec des périodes de beau, de grand froid, et puis derrière c'est tout pourri pour toute la saison. Donc ça on l'a quand même. Et puis surtout il y a aussi un truc que j'observe au niveau du changement climatique que je trouve très très flippant, c'est que les gens s'en rendent peut-être pas totalement compte, mais il y a de plus en plus de vent, c'est très net, et l'été aussi. Hein. Moi, je serais curieux de savoir combien de personnes arrivent au sommet du Mont Blanc depuis le refuge du Goûter l'été. Je pense qu'on serait surpris statistiquement, je pense qu'il y a moins de gens qu'avant, parce que la moyenne des vents a dû monter très probablement l'été d'au moins 15-20 km/h. Et cet hiver, il n'y a pratiquement pas eu une seule chute de neige sans
beaucoup de vent, donc ça c'était chiant aussi par contre, parce que voilà, les fois où il y avait de la neige, il y avait souvent vraiment, c'est en fin d'hiver que qu'on a eu des meilleures conditions, mais sans ça, toutes les chutes pratiquement, c'était la tempête, avec même très souvent l'aiguille du Midi fermée, ce qui est quand même incroyable, c'est quand même assez rare, donc ça c'est inquiétant, et je pense qu'il y a vraiment cette amplitude accentuée entre les masses d'air est quelque part liée probablement au réchauffement climatique. Donc il faut s'attendre à ce que malheureusement ça se reproduise. Et puis il y a aussi un dernier truc, c'est le réchauffement climatique lui-même fait que les moraines sont évidemment recouvertes de cailloux, donc il faut des pétés de neige pour passer à plein d'endroits. Donc pareil, moi j'aime bien, il y a certains coins que j'aime bien dans la côté... versant Pas-de-Chèvre, là il y a quand même 8 itinéraires, là, donc certains que je fais qui sont très peu connus, et je l'ai fait pour moi souvent, et là cette année quasiment injouable à cause de, parce que maintenant il faut, avant il fallait, je sais pas, 80 cm de neige en bas, maintenant il faut 2,50 m pour arriver à franchir les moraines, et ça fait beaucoup d'endroits, col de la Bûche ou des coins comme ça, on peut plus trop y aller à cause de ces questions-là, et ça c'est galère.